L'échiquier international, bienvenue à vous. L'Afrique est riche, tellement riche que la future croissance mondiale émergera de notre continent. Les grandes banques d'affaires comme la nébuleuse Goldman Sachs est déjà sur le coup. Elle n'est pas la seule. Nombreuses institutions financières occidentales prévoient des plans d'investissement à l'endroit de l'Afrique pour les prochaines années. Certaines grandes puissances ne sont pas en reste, comme la Chine, la Russie ou les États-Unis bien sûr, qui ne sont pas sans savoir que sur le continent, la croissance du futur y est concentrée. D'ailleurs, vous l'aurez deviné, les derniers événements et autres saccades politiques de certains pays du Sahel ou encore les guerres civiles incessantes en RDC ou en Centrafrique par exemple, sont loin d'être un coup du sort. Alors dans ce tableau qu'on dépeint, ce pari africain du futur, où sont donc les Africains eux-mêmes? Autre question qui interpelle, comment un continent riche enregistrerait un retard de développement après plusieurs décennies d'indépendance? Même si le mot développement est à relativiser à raison, parlons plutôt de fragilité des économies africaines et sa conséquence, l'appauvrissement de ces populations, évitant aussi la caricature du continent africain lui-même. Mais débutant par ce premier constat, il n'existe pas une Afrique, mais des Afriques avec des trajectoires plurielles, contrastées, des réalités géopolitiques diverses, sociales et culturelles différentes. L'Afrique représente presque 60 pays. Pourquoi donc une grande majorité d'entre eux n'arrive pas à conjuguer leurs richesses pour asseoir une réelle puissance, c'est-à-dire une forme de souveraineté économique avec ses leviers de souveraineté, gage d'une autonomie propre? Où sont donc passées les promesses de développement de l'Afrique et surtout, pourquoi ce continent continue de dépendre de l'extérieur? Large champ d'interrogation, mais notre invité de ce soir, je crois, est celui qui pourra nous aider à y voir plus clair. On vous le présente dans un instant. La jeunesse africaine, une majorité donc de la population du continent, réclame une révision urgente des modèles de développement économique et prône pour l'élaboration de nouveaux paradigmes propres à l'Afrique. Ce discours n'est pas nouveau. Samir Amin, qui fut l'un des plus grands économistes africains, révélait déjà les limites des modèles fondés sur des théories importées de l'extérieur. Et justement, pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir, car ça fait longtemps qu'on voulait l'entendre, sur l'échiquier international, Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, bonsoir. Bonsoir, Karim. Merci d'être des nôtres. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, vous êtes économiste, chercheur et président de l'Africain de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène. Vous avez notamment travaillé au ministère de l'économie et des finances du Sénégal et comme chercheur associé à l'Institut de finance internationale à Washington. Oui, merci. Alors débutons notre discussion par les événements récents. Je le disais, les coups d'État en Afrique se chevauchent, 6 en l'espace de 3 ans. En dépit de la complexité de ces événements, on remarque que la majorité des putschistes, j'utilise le terme de manière non péjorative, sont jeunes et parlent tous d'un changement de paradigme à l'endroit de l'Afrique. Alors, merci beaucoup, Karim, pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de participer ce soir à votre émission et de parler à vos auditrices et auditeurs. Vous avez posé la bonne question. D'abord, les coups d'État. Quelles en sont les causes? Les causes économiques et les causes politiques. Alors, les coups d'État, de mon point de vue, reflètent l'échec des modèles qui ont été imposés à l'Afrique, vous l'avez dit dans votre introduction, des modèles qui ont été imposés à l'Afrique depuis l'indépendance. Alors, je vous dis, en 2011, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique avait produit un rapport dans lequel il disait que l'Afrique était la seule région du monde à laquelle on avait imposé des modèles venus de l'extérieur depuis son indépendance. Et le rapport avait cité 9 modèles, dont, bien sûr, les programmes d'ajustement structurel de triste mémoire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et le rapport disait que tous ces modèles ont échoué avec des coûts économiques et sociaux énormes pour l'Afrique.
parmi les coûts sociaux, regardez ce qui se passe au niveau de l'immigration. Tous ces gosses qui meurent dans la Méditerranée au niveau du Sahara, qui fuient l'échec des modèles importés et donc qui, pendant 60 ans, ont appauvri l'Afrique. Vous l'avez dit également dans votre introduction, l'Afrique est riche. C'est l'un des continents les plus riches au monde, avec des cours d'eau parmi les plus grands cours d'eau du monde, parmi les plus grandes richesses du monde. Mais pourquoi n'arrive-t-on pas à développer l'Afrique? Et je pense que la réponse se trouve dans l'imposition des modèles extérieurs et dans l'incapacité de la plupart des dirigeants africains à inventer des modèles qui soient endogènes et qui puissent transformer l'Afrique avec ses richesses pour procurer des emplois aux jeunes, pour procurer des richesses à leur population. Et je crois que c'est là où se trouve le nœud du problème. Mais justement, parlons de ce modèle. De nombreuses figures africaines réclament depuis de nombreuses années une révision urgente des modèles de développement et militent pour l'élaboration de nouveaux paradigmes propres à l'Afrique. J'ai commencé cette émission en évoquant une figure phare d'ailleurs de cette critique, qui est Samir Amin, qui fut l'un des plus grands économistes africains et qui révélait déjà les limites des modèles fondés sur des théories importées de l'extérieur. Parlez-nous donc de ce grand penseur qui mérite d'être lu ou relu ou découvert. Je devais exactement parler de lui quand vous m'avez coupé. Donc, ça tombe bien. Allez-y. Voilà, ça tombe très bien. Samir Amin, comme vous l'avez dit, un des plus grands économistes, pas seulement africains, mais du monde. Parce que Samir Amin est reconnu dans le monde entier comme un penseur original, un penseur fécond. Quelqu'un qui a réfléchi de manière profonde pendant plus de 6 décennies sur les problèmes non seulement de l'Afrique, mais du Sud en général, de ce qu'on appelle les pays en voie de développement. C'est quelqu'un dont l'expertise est reconnue à travers le monde et qui a été pleuré quand il a disparu en 2018, il y a donc 5 ans. La presse internationale, que ce soit la presse anglo-saxonne ou la presse française, africaine, tout le monde l'a pleuré et a reconnu la dimension intellectuelle de Samir Amin. Alors, Samir Amin parlait de développement autocentré. Ça, c'est très important. Développement autocentré, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire développement conçu par nous-mêmes. Et il disait, l'Afrique doit réfléchir par elle-même. Certes, nous n'empêcherons jamais les autres de réfléchir sur l'Afrique, de nous dire ceci et cela, ce qu'on appelle les experts, entre guillemets, occidentaux. Mais le plus important, et c'est ce que disait Samir Amin, c'est que les Africains réfléchissent par eux-mêmes sur leurs problèmes, quelles sont leurs priorités, quels sont leurs objectifs, quel but ils veulent atteindre avec quels moyens à partir de leurs immenses ressources. Voilà ce que Samir Amin appelait le modèle autocentré. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la souveraineté sur nos ressources naturelles, avoir la souveraineté sur la définition de nos politiques de développement et être capable de financer notre développement. Alors, Moussa, prolongeons notre échange par rapport à Samir Amin. Samir Amin n'aimait pas trop le concept de développement, je crois. D'ailleurs, vous aussi, j'espère que je ne vous ai pas fâché en utilisant le concept de développement, puisque Samir Amin sous-entendait que le développement et le sous-développement sont les revers d'une même médaille, puisqu'ils sont, on va dire, ils sont en lien ou concomitamment en lien, l'un dépend de l'autre, puisque la richesse du Nord est basée sur l'exploitation du Sud, c'est sa fameuse thèse du centre et la périphérie, une thèse plus actuelle que jamais quand on voit cette crise, par exemple, migratoire dont le théâtre a été Lampedusa. Exactement, vous avez raison. Samir Amin disait que le développement et le sous-développement
sont les deux faces d'une même pièce. Et il a raison. Et donc, la théorie du centre et de la périphérie, elle est plus vraie que jamais. Parce que si on regarde le développement, l'industrialisation de l'Europe est basée sur l'exploitation féroce de l'Afrique et les richesses qui sortent de l'Afrique au moment même où nous parlons. Toutes ces richesses qui sortent de l'Afrique et qui vont dans les pays développés, ce sont ces richesses qui contribuent à appauvrir l'Afrique. Donc, l'échec des modèles importés a conduit à ce qu'on appelle le sous-développement de l'Afrique, c'est-à-dire à aggraver le sous-développement de l'Afrique. Et les jeunes dont vous parlez, c'est-à-dire ces vagues de jeunes désespérés, c'est des milliers. Il y a déjà plus de 2000 morts cette année seulement au niveau de la Méditerranée. Et moi je vous parle du Sénégal, je ne sais même pas combien de centaines de jeunes ont quitté le pays et qui sont refoulés du Maroc, de la Tunisie, de l'Espagne, ou d'autres qui sont morts au niveau de la Méditerranée ou alors au niveau du désert. Donc tout cela conforte la thèse de Samir Amin. Qui est plus actuelle que jamais. La thèse de Samir Amin sur la nécessité d'un développement autocentré, sur la base de la maîtrise de nos propres ressources, la définition de nos propres politiques de développement et la mobilisation des ressources internes pour financer ce développement. Nous en avons les moyens, mais ce sont les politiques publiques, malheureusement, qui ne correspondent pas aux aspirations des peuples africains. Et j'ai l'impression que les dirigeants africains ne tirent pas les leçons de l'expérience. Depuis plus de 60 ans après les indépendances, dont la plupart, je les mets entre guillemets, ils ont vu ce qu'a apporté ce qu'ils appellent la coopération entre guillemets avec les pays développés. C'est une coopération qui a appauvri l'Afrique, qui a saigné l'Afrique, mais ils devraient réfléchir pour dire il faut changer de paradigme. Parce que nous avons les moyens de nous développer, mais à condition que nous ayons le courage de définir nos propres politiques. À condition que nous ayons le courage de faire confiance à notre propre expertise. Les Samir Amin, donc renouer avec la pensée des Samir Amin et d'autres grands économistes africains qui ont proposé des idées. Et on constate aujourd'hui que ces idées sont plus pertinentes que jamais. Donc il faut des dirigeants qui aient le courage de dire trop c'est trop, il nous faut changer de route, il nous faut changer de perspective, il nous faut un autre modèle. Alors, Demba Moussa Dembélé, oui. La galaxie de penseurs occidentaux ont habillé à l'endroit de l'Afrique pour asseoir peut-être leur mainmise, une théorie économique frappée d'objectivité en disant qu'il y aurait un seul modèle de développement universel, quelle que soit la trajectoire historique des pays. Samir Amin, bien sûr, s'est inscrit en faux, et beaucoup de penseurs économistes africains, dont vous avez consacré un ouvrage d'ailleurs, comme Tandika Mkandawere, Dani Wadada Naboudere, Walter Rodney, ou évoquons aussi Yash Tandon. En plus de dire que l'Afrique a vécu sous un modèle importé, basé sur l'exploitation des richesses, on pensait un modèle africain pour et par les Africains, mais en disant aussi une chose simple: croissance économique ne signifierait pas nécessairement développement. Oui, bien sûr que croissance économique et développement, c'est deux choses différentes. Certes, la croissance économique est nécessaire au développement, puisqu'elle augmente les richesses, mais il faudrait encore que ces richesses soient utilisées pour transformer les autres secteurs. Parce que le développement, comme disait Samir Amin, est multidimensionnel. Ce n'est pas seulement économique, c'est social, c'est culturel, c'est politique aussi. La démocratisation fait partie du développement. Vous voyez? Donc, faudrait-il encore que cette croissance serve les intérêts des populations, c'est-à-dire serve les intérêts des pays africains. Mais si on continue évidemment à compter sur l'exportation de matières premières qui ne sont pas transformées chez nous, qui vont à l'extérieur, à vil prix, parce que les prix des matières premières, ce n'est pas nous qui les fixons.
ils sont fixés à l'extérieur. Donc, nous exportons nos matières premières à vil prix, elles sont transformées à l'extérieur, elles nous reviennent sous forme de produits finis et nous les payons excessivement cher. Donc, il faut renverser ce paradigme, transformer chez nous, produire des richesses, des emplois et élargir les possibilités de développement de nos populations par l'éducation, par la formation, et ainsi de suite. Et c'est ça la perspective dans laquelle on travaille, et Samir Amin et les autres économistes que vous venez de citer, et bien d'autres encore. Alors, si les Occidentaux disent qu'il y a un seul modèle, le modèle néolibéral est aujourd'hui discrédité, même chez eux. Même chez eux. Aux États-Unis ou en Europe, on a vu comment la Covid a pratiquement aggravé le discrédit de ce modèle néolibéral. Et on a vu comment même des dirigeants en Europe ou aux États-Unis ont réagi par rapport aux dégâts causés par la Covid, où les États sont revenus en force dans un certain nombre de domaines. Donc, c'est des coups portés au modèle néolibéral qui est en train de... Alors, très bien. On a créé aussi des formes d'indépendance aussi à l'aide au développement à l'endroit de l'Afrique via un réseau d'ONG, c'est le fameux marché de la philanthropie dont l'USAID ou Bill Gates sont les représentants les plus illustres, des aides dont il est temps de faire peut-être le bilan et vous y êtes très critique. De la nécessité d'un changement de paradigme, je remets en cause tout ce qu'on appelle aide au développement, que je mets entre guillemets. Parce que finalement, si on se pose la question fondamentale de savoir qui aide qui, parce que cette aide fait partie des mécanismes par lesquels des ressources immenses sont tirées de l'Afrique vers les pays développés. Vous savez, avec toutes les politiques qu'on nous impose, notamment la libéralisation des échanges et la libéralisation des flux de capitaux, l'Afrique perd environ 90 milliards, d'après la CNUSED, d'après le rapport de la CNUSED. C'est quelques 90 milliards de dollars que l'Afrique perd à travers ce qu'on appelle les flux financiers illicites. Or, ce qu'on appelle l'aide publique au développement ne fait même pas la moitié de cette perte. Donc, c'est pour dire que les Africains doivent se dire que nous n'avons pas besoin de cette aide qui fait partie des mécanismes qui contribuent à nous appauvrir et tout simplement à nous faire croire que oui, c'est l'aide qui va nous développer. L'aide n'a jamais développé un pays. Et l'Afrique, comme vous l'avez dit dans votre introduction, avec les immenses ressources dont dispose l'Afrique, elle n'a pas besoin d'aide si on les transforme de manière pertinente pour nos populations. Alors, Demba Moussa Dembélé, parlons à présent, si vous le voulez bien, du franc CFA. Le sujet a d'ailleurs été évoqué lors de la 70e session de l'ONU. On regarde. La question de la monnaie dont le franc CFA, appelé franc des colonies françaises d'Afrique, n'est pas une priorité africaine. Au plan juridique, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Confère article 544 du Code civil français chez eux-mêmes. Un brevet est donc détenu par la France sur le franc CFA. Elle est par conséquent propriétaire du franc CFA et elle la loue aux États francophones africains, dont les signataires furent Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire, René Pleven, ministre des Finances, et Jacques Soustel, ministre des Colonies. Quatrièmement, la priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics, c'est terminé. Alors, Moussa Demba Dembélé, vous avez consacré une étude sur le franc CFA. Vous venez d'écouter comme moi le ministre burkinabé qui critique ce vestige colonial. Alors, question sans embâche, en quoi le franc CFA est-il un obstacle au développement? Merci beaucoup. Vous savez, le franc CFA fait partie du modèle néocolonial hérité de la France pour les anciennes colonies que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres qui utilisent encore cette monnaie. Il y a 14 pays
8 en Afrique de l'Ouest et 6 en Afrique centrale qui utilisent encore le franc CFA. Bon, je mets les Comores, mais les Comores ont le franc comorien, mais sont membres de ce qu'on appelle la zone franc. Alors, le franc CFA fait partie du modèle néocolonial que la France a imposé aux pays, à ses anciennes colonies, au moment de ce qu'on appelle les indépendances. Alors, je vous dis qu'en Afrique de l'Ouest, parmi les 8 pays qui utilisent le franc CFA, les 8, 7 sont classés comme pays les moins avancés, c'est-à-dire parmi les pays les plus pauvres dans le monde. Si vous regardez le classement du PNUD, l'indice de développement humain, la plupart des pays qui utilisent le franc CFA sont au bas de l'échelle de l'indice de développement humain. Ce qui veut dire que donc, le franc CFA n'a jamais été un instrument de développement, mais plutôt un instrument d'asservissement et de sous-développement, d'appauvrissement des pays africains. Et pourquoi donc la France tient-elle à garder le franc CFA? C'est parce que tout est à son avantage. Même politiquement, en dehors de l'asservissement de nos économies à celle de la métropole, même politiquement, ça donne à la France cette mainmise. Cette aura ou une certaine aura au niveau international, comme quoi c'est une puissance, entre guillemets, influente dans le monde. C'est à cause de ses rapports avec les pays qui utilisent le franc CFA. Et donc, l'échec du modèle dans lequel se trouve le franc CFA, c'est un échec que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Parce que même certains chefs d'État africains aujourd'hui parlent de la nécessité de garantir notre souveraineté, de changer celui qui dénonce les relations internationales, les rapports internationaux entre nos pays et les autres. Mais le franc CFA est un des obstacles à notre émancipation, c'est un des obstacles à notre souveraineté, c'est un des obstacles à notre développement. Et je crois que l'expérience des 60 dernières années l'a démontré amplement. Alors j'ai envie de vous poser une dernière question, puisqu'on arrive à la fin de notre émission et notre rendez-vous. Finalement, même avec cette question du franc CFA, on tourne toujours autour de ce modèle importé de l'Occident. Mais finalement, le problème n'est pas plus psychologique qu'avec une forme d'aliénation. Est-ce que les Africains ne sont pas fascinés par l'Occident? Est-ce qu'ils n'ont pas toujours ce désir d'Occident? Peut-être que c'est ça qui bloque les mécanismes de réflexion pour révolutionner les modèles africains. Vous avez parfaitement raison de soulever cette question, mais c'est sûr que chez une certaine élite, entre guillemets, africaine, il y a une certaine fascination avec l'Occident et qui pense que sans l'Occident, nous ne pourrons pas nous développer. Je pense que donc c'est un travail de sape qui a été fait pendant des siècles, depuis peut-être l'esclavage ou même peut-être remonter juste au moment de la colonisation, il y a 3 siècles de cela. Il y a un certain lavage de cerveau qui a été fait chez une certaine élite formée en Occident, ou même formée chez nous, certains qui sont formés chez nous, mais qui pensent que sans l'Occident, nous ne pouvons pas nous développer. Et c'est surtout au niveau de ceux qui dirigent, qui deviennent ministres, premiers ministres ou même présidents, qui pensent ainsi. Et c'est ça un des blocages. Parce que tant que ce frein psychologique ne saute pas, et que les gens se disent, nous pouvons nous développer sans l'Occident, et d'ailleurs, la relation avec l'Occident, c'est un des obstacles à notre développement, tant que cette transformation au niveau intellectuel ne se fait pas, il y aura toujours cet obstacle majeur, cette fascination qui malheureusement nous coûte excessivement cher. Damba Moussa Dembélé, excusez ma question personnelle, est-ce que vous êtes optimiste? Je suis optimiste parce que j'observe il y a une nouvelle mentalité qui est en train de naître en Afrique, surtout chez les jeunes. Je suis au Sénégal, un pays
dont le premier président se sentait même plus français qu'africain, je vois les jeunes aujourd'hui qui ont rompu complètement avec la France, qui parlent de souveraineté, qui parlent d'un nouveau modèle de développement, qui parlent de la nécessité de compter sur nos propres forces, qui se réfèrent à Samir Amin, qui se réfèrent à Thomas Sankara. Et voilà, je crois que c'est ça qui fonde mon optimisme. Et de toute façon, l'échec avéré des modèles importés poussera nécessairement la nouvelle génération à chercher à changer de paradigme. Eh bien, c'est sur ce mot empli d'optimisme que nous conclurons notre rendez-vous du jour. J'ai eu l'honneur de recevoir Moussa Damba Dembélé de Dakar. Merci d'avoir été des nôtres. L'échiquier international arrive à sa fin. Rendez-vous que vous retrouverez demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.